Bonsoir, Christian. Bonsoir, Camille. Donc, ce soir, c'est la recette. Est-ce que c'est la recette pour une bonne histoire d'enlèvement extraterrestre? C'est un peu là-dedans qu'on y va? Oui, c'est un peu là-dedans qu'on va. Et en fait, là, on vient d'entendre la bande-annonce du film Le Quatrième Type de Fort Kind, qui est arrivé au cinéma en 2009. Et en France, le film a été présenté sous le titre Phénomènes paranormaux. Mais on parle ici du même film qui mettait en vedette Mila Jovovich dans le rôle de Abigail Tyler. On y voyait aussi la soi-disant Abigail Tyler et on y parlait principalement d'observations d'ovnis, d'enlèvements extraterrestres et de disparitions qui seraient survenues à Nome, en Alaska. Donc, basé sur une histoire vraie. Pas du tout. C'est justement là qui est le piège. D'ailleurs, ce film-là a été dans la communauté des amateurs d'ovnis. C'est un film qui a été dénoncé fortement parce que au départ, le film, on voit Mila Jovovich qui arrive à l'écran et elle se présente, elle dit voilà, je suis Mila Jovovich, je suis comédienne, blablabla. Et là, elle parle de ces événements-là. Elle dit ben voilà, il y a eu des disparitions à Nome, en Alaska, qui ont été enquêtées à l'époque par la docteure Abigail Tyler. Alors dans ce film, j'incarnerai Abigail Tyler et voici ce qui s'est produit. Et donc, on nous met la table pour nous dire, ben voilà, vous allez assister à une reconstitution d'événements. Mais tout ça est faux, hein. C'est un faux documentaire du début à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de disparition à Nome. D'ailleurs, la ville de Nome a été excessivement frustrée de voir qu'on prenait leur ville comme cible. D'ailleurs, les producteurs ont été poursuivis parce qu'à un moment donné, on voyait les journaux locaux avec les en-têtes des journaux locaux et avec des gros titres, genre un ovni a été aperçu au-dessus de la ville, etc. Et les journaux, donc le Nome Chronicle ou etc., ben eux ont poursuivi la compagnie de films parce que c'était pas des manchettes qui avaient fait partie de leurs journaux, tout ça. Donc il y a eu une entente hors cours, mais bon, ça nous montre à quel point jusqu'où tout ça est allé. La ville a été choquée de ça, comme je l'ai mentionné. Et quand on voit ce film, donc on voit Mila Jovovich qui incarne le docteur Abigail Tyler, elle rencontre des gens qui croient avoir été enlevés par des extraterrestres. Et pour rendre la chose plus crédible, de temps à autre, on a une espèce de coupure et on nous introduit des films d'archives. Tu sais, tu vois le genre de vieux films tournés sur cassette vidéo, là. Ouais. C'est marqué enregistrements originaux avec le docteur Abigail Tyler. Mais même les films d'archives sont de faux films d'archives. La Abigail Tyler qu'on voit dans les films d'archives, en fait, est incarnée par Charlotte Milchard, qui est une autre comédienne qui joue le rôle de la soi-disant vraie Abigail Tyler. Bref, tout ça est faux du début à la fin. Ça tourne autour des enlèvements extraterrestres, tu l'auras bien compris. Et puis on a à peu près de tout là-dedans. Il suffit d'écouter la bande-annonce quand on nous dit ben voilà, les Sumériens, la plus vieille langue du monde, ce qui est pas vrai du tout, hein. Les Sumériens ont inventé l'écriture, mais on n'a pas attendu les Sumériens pour parler entre nous, hein, tu comprends? Okay. Donc entre l'invention de l'écriture et l'invention du dialogue, il y a une marge. Il y a un monde entre les deux, là. Donc c'est faux, les Sumériens sont pas les inventeurs de la langue la plus ancienne qui existe sur Terre. Et ensuite, quand on nous dit il y a des illustrations qui rappellent les astronautes d'Apollo, etc., ben là encore, on tombe dans le piège de nos ancêtres, les extraterrestres, où on interprète des représentations de Dieu ou de divinité avec les yeux, bien sûr, de gens du 20e ou 21e siècle qui sont habitués à des voyages spatiaux. Fait que là, il suffit de voir un bonhomme avec une antenne sur la tête, puis on dit, ben voilà, c'est un astronaute. Alors que pour les sociétés de l'Antiquité, ça voulait dire tout autre chose. Je pense que j'en ai déjà parlé un peu la semaine dernière, quand on a parlé de Moïse, on parlait des chars de feu. Tu sais, les chars, à l'époque des Israélites, qui avaient des chars, les Romains avaient des chars, les Grecs avaient des chars, les Égyptiens avaient des chars, donc le char est une représentation d'une puissance. Les Israélites n'ont pas de char, hein. Les autres, ils traversent le désert en gogoune. Fait que quand on fait référence à un char, on veut désigner une puissance. Et dans toutes les religions du monde, le feu représente Dieu. Fait que quand tu prends la Bible et tu lis un passage où un prophète dit, ben voilà, je vis arriver dans le firmament un char de feu, il faut interpréter ça en fonction d'une espèce de connaissance pastorale. Tu sais, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que c'est l'enseignement de ça? C'est je vois arriver la puissance de Dieu, les armées de Dieu, hein, c'est des chars de feu.
pas voir là-dedans forcément des extraterrestres. Tu vois, c'est un peu des raccourcis qu'on fait, puis malheureusement, on en voit plein de ça dans des très très bonnes émissions du genre Nos ancêtres les extraterrestres. Donc, cela étant dit, c'est ce que l'on retrouve là-dedans. Donc tout ça est faux. Ça tourne autour des enlèvements extraterrestres. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce qu'à quelques reprises, on en a parlé dans les Radio X-Files des enlèvements extraterrestres, un sujet qui était un incontournable. J'ai décidé ce soir de parler de la recette de l'enlèvement extraterrestre. On va y revenir parce que on a appris, d'abord ça avait été annoncé quelque part en janvier et encore cette semaine, la presse artistique, si je peux dire, américaine, ce qui nous annonce les prochains tournages, les prochains films, etc. On est revenu avec le fait que la maison, le diffuseur Netflix, en association avec High Ground Productions, qui est une boîte de production qui appartient au couple Obama. Donc Barack et Michelle Obama, qui ont leur propre boîte de production et qui font des films généralement de très très bonne qualité et souvent avec un regard social. Donc ça peut être intéressant. Et là on nous annonce qu'on va on va faire une adaptation, une seconde adaptation d'une histoire d'enlèvement par des extraterrestres. C'est sûr que là ça tranche un peu sur le genre de film qu'on retrouve généralement chez High Ground Productions. Et l'histoire de Betty et de Barney Hill, c'est considéré comme la première histoire d'enlèvement par des extraterrestres made in USA. Donc, il y en avait eu avant. La première histoire qui a été très popularisée dans l'univers des ovnis remonte en 1957. On est le 15 octobre 1967 à 1h du matin. On est à Sao Francisco de Sales. Ça se trouve au Brésil. Et là, on a un agriculteur, un individu qui a un début de la vingtaine, qui s'appelle Antonio Villaboas, qui laboure son champ à 1h du matin. Et parce que le jour c'est trop chaud pour faire du travail agricole. On se pose la question, il faisait quoi à 1h du matin? Il cultivait du cannabis? Il labourait son champ. Moi, traduction, c'est il enterrait un cadavre. Ouais, c'est ça. Non, il labourait donc son champ parce que le jour, la chaleur est trop intense et l'humidité trop grande pour permettre des travaux agricoles. Okay. Et donc, vers 1h du matin, il va raconter avoir vu une machine volante qui est arrivée, qui s'est posée à proximité. Des bonhommes en sont sortis. Il y avait comme une échelle qui s'est déployée. Les bonhommes ont descendu cette échelle et puis ils étaient vêtus comme d'une combinaison, un survêtement gris avec une visière à l'avant. Ils se sont emparés d'Antonio Villaboas qui a tenté de fuir à ce moment-là, mais ils l'ont rattrapé et ils l'ont un peu molesté. Ils l'ont amené à l'intérieur du vaisseau. Et une fois à l'intérieur, on l'a poussé dans une pièce, on l'a déshabillé, on lui a recouvert le corps d'une espèce de gélatine ou de graisse, un peu comme de la vaseline, par exemple. Et là, dans la pièce où il se trouvait, nu, il y avait comme des tuyaux qui ont envoyé une fumée, une brume qui à un moment donné l'a étourdi, il a vomi sur place, mais il a retrouvé ses esprits et là voilà qu'une très jolie ufonaute est arrivée dans la pièce. Et il l'a trouvée séduisante. Elle lui a clairement fait comprendre ce qu'elle désirait. Elle était nue, elle aussi. Bon. Et donc, il se promène tout nu dans les vaisseaux spatiaux. Tu sais. C'est de l'originalité pour des scénarios pornographiques. Oh oui, c'est ça. Donc, il a décidé, comme un bon Brésilien, il a décidé d'honorer cette visiteuse. Et comme on peut dire 2 fois plus qu'une, va-t-il dire tout le temps. Oh, on est en forme ou on l'est pas. Et après ça, après cette situation un peu scabreuse, l'extraterrestre qui dit-il, avait un système capillaire roux. OK. Donc, on n'était pas pour le rasage intégral à cette époque. D'accord. On parle de celle-là, là. Autre temps, autrement, ressemble. Et donc, voilà, elle passe sa main sur son abdomen et pointe du doigt les étoiles, le ciel. Et donc, Antonio Villaboas comprend qu'elle va amener sa semence visiblement dans l'espace pour, je sais pas, procréer, faire un petit bébé extraterrestre avec lui, avec elle, etc. Et ensuite, on lui redonne ses vêtements, on le pousse à l'extérieur du vaisseau spatial, la machine décolle et s'envole.
Donc ça se passe en 1957. Assez rapidement, je te dirais, dès 1958, l'histoire est connue dans la presse à la fois espagnole et portugaise, parce que bien sûr, on est au Brésil. Ça intéresse les ufologues. Et lorsqu'on commence à en parler aux États-Unis, et je te dirais même en Angleterre et en Europe, mais quand je parle de la presse étrangère, donc francophone, anglophone, quand on entend parler dans les milieux qui s'intéressent aux ovnis de cette histoire-là, il y a une espèce de censure. Parce qu'il y a cet aspect un peu scabreux. On parle d'ovnis, on parle d'atterrissage d'ovnis, principalement les atterrissages d'ovnis. Hein, l'avènement du phénomène des ovnis s'est fait en plusieurs étapes. Hein, au départ, en 1947, les gens disent « je vois dans le ciel des objets mystérieux ». On les appelle à l'époque les fameuses soucoupes volantes. Donc c'est le nom qu'on leur donne. Et à ce moment-là, les observations sont essentiellement des observations aérienne. On voit des objets dans l'air. Et puis, bien sûr, il y aura toujours des cas d'exception. Je pourrais te trouver, en fouillant dans la littérature, un cas en 1949 où quelqu'un dit a vu une soucoupe volante se poser. Mais ce n'est pas la norme. Hein. À ce moment-là, les observations sont à peu près essentiellement aériennes. Encore moins de dire qu'on a peut-être un enfant illégitime dans l'espace, j'imagine. Oui, c'est comme l'autre extrême. Ouais, Antonio Villaboas a peut-être un fils qu'il ne connaît pas sur une autre planète. Et donc, à partir des observations aériennes, donc fin des années 40, on va voir arriver dans la première moitié des années 50 les premiers récits d'atterrissage. Il va y avoir une grande vague d'atterrissage d'ovnis en France qui va se produire à l'automne de 1954. Et là, c'est la porte ouverte. Ce sont les observations, les ovnis sont arrivés et maintenant ils s'opposent. Et ensuite, il arrive les histoires, on va commencer avec les atterrissages, on voit de plus en plus d'ufonautes, des pilotes à bord de ces engins-là, hein, les nautes des UFO, on a des astronautes, ben là c'est des UFO-nautes, ouais. Donc on voit des ufonautes et ces personnages-là débarquent et puis arrive en 1957 cette première histoire assez généralisée dans le milieu des ovnis où on parle d'enlèvement extraterrestre. Mais encore une fois, quand on arrive vers la presse étrangère, presse italienne, française, anglophone, il y a une espèce de censure. Hein? L'idée de ce Brésilien qui aurait été comme agressé par une extraterrestre, quoique visiblement il a trouvé l'expérience tout à fait plaisante. Ouais, c'était consentant, on peut pas parler d'agression sexuelle. Non, c'est ça. Mais il y a comme cette espèce de, c'est un peu scabreux. Hein? Cette histoire-là semble un peu scabreuse. Ouais, on veut pas parler de ça. Et puis, il faudra attendre l'histoire de Betsy et Barney Hill, qui, elle, va se produire, l'incident lui-même se produit dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. On a un couple d'Américains qui viennent de Portsmouth, au New Hampshire. C'est un couple interracial. Hein. Ça peut sembler un peu banal aujourd'hui de dire ça, mais en 1961, c'est très rare. Et qui plus est, en Nouvelle-Angleterre, dans des communautés presque exclusivement blanches. Et je pense que c'est probablement l'angle que vont utiliser le High Ground Production du couple Obama, parce que très souvent dans leurs films, on voit cette dynamique raciale qui est véhiculée. Et dans l'affaire Hill, elle ne doit pas être écartée, elle est très importante. Okay. Donc on a ce couple interracial, lui est noir, elle est blanche. Ils ont quitté la ville de Portsmouth, on est au nord de Boston, là on est à la frontière du New Hampshire et du Massachusetts. Donc ils vont venir aux chutes du Niagara, ils vont revenir à Montréal. On est dans la première moitié du mois de septembre, donc ils vont aller aux chutes du Niagara, aller à Montréal. À Montréal, d'ailleurs, Betsy Hill me racontait, elle dit, on n'est pas resté longtemps parce que tout le monde parlait français, puis on comprenait pas un mot de français. Okay. Donc ils ont repris la route, et à ce moment-là, ils ont pris, je dis l'autoroute 10, là, mais il faut se rappeler que l'autoroute 10 n'existait pas à l'époque, mais c'était une route, je crois, le numéro de la route était, je crois, la route 112, et cette route amenait jusqu'en Estrie, là, dans la région de Magog, et ensuite, ils ont pris une autre route qui est à peu près le tracé aujourd'hui de l'autoroute 55 qui amène jusqu'à la frontière américaine. Encore une fois, il faut se rappeler, la 10 et la 55 n'existent pas à l'époque. Ce sont des routes rurales importantes, mais quand même, ce sont des routes rurales. Et puis, ils vont retraverser aux États-Unis. Et là, à ce moment-là, on est dans la soirée du 19 septembre 1961 et ils vont rouler comme ça. Ils sont convaincus qu'ils devraient arriver chez eux aux alentours de 3h30, 4h, 4h15 du matin à peu près. C'est une route rurale. Il faut se rappeler aussi que du côté américain, la 55 devient assez rapidement la route 93.
Mais la route 93, évidemment, l'autoroute 93 n'existait pas à l'époque. C'était la route nationale 3. Donc, c'est encore une fois une route rurale importante, mais une route rurale quand même, avec beaucoup de zigzags, beaucoup de courbes. On est au milieu du mois de septembre et c'est assez désert. Hein. C'est longtemps après les grandes périodes estivales qui amènent les gens en visite ou en camping dans les montagnes blanches, les White Mountains. Donc, eux traversent ce parc forestier et à ce moment-là, ils sont seuls sur la route. Là, c'est tout à fait désert. Et là, quelque part, même malgré qu'ils ont estimé qu'ils devraient arriver chez eux aux alentours de 3h30, 4h, 4h15 peut-être du matin, là, alors qu'ils roulent dans ce paysage excessivement désert, ils vont observer une lumière dans le ciel, lumière qu'ils ont l'impression qui se déplace de gauche à droite. Il faut dire qu'à ce moment-là, Betty Hill, elle est très convaincue de l'existence des ovnis, alors que Barney, qui lui est et faut-il le dire, noir, encore je le répète, puis je sais que ça peut paraître étrange de dire ça aujourd'hui, mais il faut se remettre dans l'idée de la ségrégation aux États-Unis en 1961. Hein. 1961, les Noirs n'ont pas le droit de vote encore. Hein. Et donc, ils vont... Et lui, croit pas du tout aux soucoupes volantes, à ces trucs-là, et le trait psychologique du personnage, hein, c'est Barney Hill, c'est un homme qui garde beaucoup de violence à l'intérieur de lui. Hein. Il a été, il fait partie de cette minorité qui est un peu malmenée, hein, et qui plus est maintenant qu'il vit à Portsmouth, au New Hampshire, qui est une communauté essentiellement blanche, qu'il est marié avec une femme blanche. Souvent, au quotidien, littéralement, il se fait regarder, on fait des jugements sur cette relation-là. Donc, c'est un homme qui est un peu comme renfermé sur lui-même, une espèce de bombe à retardement, alors que Betty est une femme qui travaille comme assistante sociale, elle est très libérale, très exubérante, et elle croit aux ovnis, aux extraterrestres. Sa sœur, d'ailleurs, a vu un ovni quelques années plus tôt, puis ils en ont parlé souvent ensemble, puis quand ils se parlaient de ça, ils disaient que ça doit être excitant, voir des ovnis, etc. Donc on voit un peu le contexte, alors qu'ils roulent, Betty voit cette lumière dans le ciel et elle dit à Barney, regarde cette lumière qui zigzague entre les montagnes, c'est curieux, ça doit être un ovni. Alors que Barney, lui, ne semble pas être très impressionné parce qu'au départ, il dit c'est une étoile, ensuite il dit c'est peut-être un avion de contrebandier, etc. Donc c'est plus ou moins important pour lui. Mais plus il circule, plus Betty demande « Regarde », elle insiste, et à quelques reprises, ils vont donc s'arrêter le long de la route, ils vont sortir, ils ont une paire de jumelles, ils vont observer l'objet, et puis à un moment donné, alors qu'ils se trouvent à un endroit qui s'appelle Indian Head, qui est l'endroit est encore connu aujourd'hui, mais c'est parce que il y avait dans la montagne des rochers qui formaient de côté un visage d'Indien. Mais en 2013, le rocher s'est effondré. Comme par hasard. Fait que si tu vas par là puis tu vois les panneaux, c'est Indian Head, cherche-les pas, le rocher s'est effondré. C'est pas vrai, c'est effondré naturellement ou c'est oui, c'est effondré. L'érosion a fait que qui s'est effondré. C'est bon. Okay. Merci, bonsoir. Fait que là, c'est assez amusant. Donc, ils s'arrêtent à Indian Head et puis parce qu'il y a Indian Head puis un autre rocher aussi qui s'appelle le Old Man of the Mountain, qui sont encore une fois des rochers là qui sont dans des roches stratifiées qui sont le long de la montagne. Donc ce sont leurs repères. Hein. Ils vont s'arrêter et là Barney Hill va dire à Indian Head, il est débarqué de la voiture, il s'est avancé à travers champs. L'objet était pas très loin à ce moment-là, il pouvait l'observer avec ses jumelles. Et il dit voilà, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'un objet assez plat, avec des fenêtres carrées autour, et j'avais l'impression qu'il y avait des gens à l'intérieur derrière ces hublots qui me regardaient, et ils étaient vêtus comme... C'est assez étrange, hein, parce qu'il faut se rappeler, on est 1961, donc c'est une vision assez science-fiction 1961. Hein. Il dit voilà, ce sont des gens qui ont des uniformes, ils me font penser à des nazis. Hein. Une espèce de combinaison noire. Autre contexte historique. J'ai l'impression que ce sont des nazis. Il dit, il y en a un d'ailleurs qui me regarde et il dit, il me fait penser à un Irlandais. C'est assez curieux, on sait pas trop pourquoi. Bon, on va apprendre plus tard que les Noirs, parce que Barney Hill vient de Philadelphie, il y avait sur la même rue que lui des Irlandais, des immigrants irlandais, et les Noirs et les Irlandais s'entendaient pas très bien. Ah. Donc, pour Barney Hill,
le fait qu'il est noir, qu'il a grandi dans un quartier où il y avait des immigrants irlandais, où on s'est souvent chauffé les poings, parce que on s'entendait pas dans ces communautés. Ben évidemment, il voit des personnages qui lui rappellent, qui suscitent en lui une certaine crainte, une peur. Donc il pense aux Irlandais. Et puis là, il revient à la voiture. Il dit à Betty, ils vont nous enlever, ils vont nous kidnapper, je sais pas trop. Et puis la voiture repart. Et puis là, il va y avoir une période, il va entendre une série de bruits un peu électroniques qui vient de la malle arrière de la voiture, qui fait bip, bip, bip. Et puis ils ont l'impression, vaguement, de s'endormir. Mais c'est pas vraiment un sommeil, c'est comme s'ils entraient dans une forme de léthargie. Ils vont entendre, vont-ils dire, une deuxième fois ce bip, 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 qui va les ramener de manière plus consciente à la réalité. Et lorsqu'ils vont arriver chez eux, donc à ce moment-là, l'objet n'est plus là. Et lorsqu'ils arrivent chez eux, il est pratiquement 5h30 du matin. Donc, ils arrivent plus tard que le trajet qu'ils avaient anticipé au départ. Et ensuite, à partir de là, donc tu vois que dans cette première expérience là, il y a pas d'enlèvement extraterrestre, il y a rien là. Ils voient une lumière, puis au mieux ils sont regardés à travers des jumelles, ils ont vu ce qui semble-t-il un objet. Et puis dans les mois, les semaines qui vont suivre, ils deviennent obsédés par cette idée de l'OVNI. Le couple commence à battre de l'aile. Barney boit de plus en plus, il a des problèmes d'alcool, il développe une ulcère d'estomac, doit prendre congé de son travail. Betty devient excessivement irascible. Le couple est continuellement en train de se disputer. Il faut boire en tabarouette pour développer des ulcères. La vie t'envoie un message. Et lui reste prostré à la maison à longueur de journée. Il potasse des bouquins sur les ovnis. Il regarde à la télévision des émissions qui touchent les phénomènes ovnis, tout ça. Ils deviennent un peu obsédés par cette histoire-là. Et Betty, elle est convaincue de cette histoire-là. D'ailleurs, elle le lendemain, elle en a parlé à l'armée. À l'époque, il y avait une base à Portsmouth qui était la base de la Peace Air Force Base qui n'existe plus aujourd'hui. Et à l'époque, c'était aussi la commission d'enquête sur les ovnis qui était le projet Blue Book qui existait, qui avait cours à ce moment-là. Donc, Betty Hill s'est senti le besoin d'appeler la base militaire pour dire la nuit dernière, on a vu un ovni en roulant dans les montagnes blanches. Mais évidemment, Barney dit, si t'appelles l'armée, dis pas que j'ai vu ça, je veux pas rien avoir. Toujours cette idée, cet homme qui espère demeurer toujours en retrait. Il dit, moi j'ai rien vu, mais Betty insiste, oui, il faut tout le dire à l'armée. Donc bref, elle prend la décision d'appeler l'armée, elle raconte ça, elle se garde bien de dire aux militaires que son mari a vu avec des jumelles des personnages dans le vaisseau. Ça semble trop invraisemblable. Donc elle fait simplement mentionner qu'elle a vu une lumière qui circulait dans les montagnes, puis elle donne un peu cette description. L'armée, éventuellement, va conclure qu'elle a observé simplement la planète Jupiter. Ce soir-là, il y avait deux planètes très brillantes dans le ciel. Il y avait Vénus et Jupiter. Et Betty dit, lorsque j'observais, je voyais la Lune, je voyais une étoile brillante que je crois être une planète, et il y avait cet autre point lumineux dans le ciel. Or, ce soir-là, il y avait effectivement 3 repères lumineux dans le ciel, la Lune, Vénus et Jupiter. Donc, comme Betty parle essentiellement de 3 points, mais il faut que l'un de ces 3 points-là soit l'un de ces éléments astronomiques. Donc, l'armée conclut qu'elle a confondu simplement la planète Jupiter. Et s'ils avaient l'impression que cette lumière les suivait, c'est parce qu'ils se déplaçaient eux-mêmes en lacets à travers les montagnes blanches. Donc, parfois, la lumière semblait disparaître derrière une cime montagneuse. Quand elle revenait dans leur champ de vision, elle avait l'impression que l'objet s'était déplacé. C'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de parallaxe. Si un peu comme quand on a l'impression que la Lune nous suit, là. Voilà, parce que tu roules en voiture, t'as l'impression que la Lune te suit. Mais en réalité, c'est toi qui te déplaces, c'est pas elle. Donc, c'est un peu la conclusion de l'armée. Mais les Hill, eux, ne se contentent pas de ça. Ils deviennent obsédés par cette histoire-là. Et là, va arriver, ils vont en parler autour d'eux. Ils vont même contacter un individu qui a écrit des ouvrages sur les ovnis, qui s'appelle Donald Keogh, qui dirige un petit groupe d'enquête sur les ovnis, qui s'appelle le NICAP. Betty Hill va lui écrire, et dans ses lettres dans la lettre qu'elle lui écrit, là, elle révèle tout. Elle raconte l'observation de l'ovni, mais elle inclut également qu'ils sont sortis de la voiture, que Barney, par les jumelles, a vu ces personnages. Et là, évidemment, je veux pas te raconter toute l'histoire parce que ça serait long, on pourrait faire une série complète autour de ça. Mais bon, bref, de fil en aiguille, éventuellement, à cause de ces problèmes psychologiques, la fascination qu'ils vont, en fait, je dis fascination, mais c'est plutôt une obsession pour les ovnis qu'ils vont développer. Éventuellement, ils vont décider d'aller consulter un psychologue.
Il faut le dire, hein, à ce moment-là, ils ont pas une assurance qui paye les soins médicaux, là, hein, puis il y a pas l'idée, on va écrire des livres, on va faire des films avec ça, là. Le couple est vraiment dans une trajectoire de destruction. Donc, ils vont prendre contact à Boston pour un psychologue. C'est ce qu'ils recherchent. Et finalement, ils vont tomber sur un individu excessivement compétent, le docteur Benjamin Simon. C'est un neuropsychiatre. Et Simon a fait des miracles en ayant recours à l'hypnose régressive. Il faut encore se rappeler, on est en 1961. C'est une technique qui est de plus en plus à la mode, dans cette idée de l'hypnose. Donc, Benjamin Simon va utiliser l'hypnose pour placer les îles de manière séparée et leur faire raconter, les faire revivre un peu l'expérience. Parce que lorsqu'ils leur parlent, les îles, invariablement, ramènent toujours leurs problèmes de couple à cette fameuse soirée, cette nuit du 19 au 20 septembre 61. Pour eux, ils ont l'impression que tout a débuté avec la présence de cet objet dans le ciel. Donc, le docteur Simons va les mettre sous hypnose et là, ils vont raconter séparément. Ils n'en ont jamais parlé avant, là. Et ils ont parlé qu'ils avaient vu un ovni, ils étaient débarqués, ils avaient observé des gens avec des jumelles, mais jamais ils ont parlé d'un enlèvement extraterrestre. Mais dans le cabinet du Dr Simon, sous hypnose, c'est ce qu'ils vont raconter. Et ils vont la raconter de manière séparée. Donc Betty va dire, après avoir vu cette machine à Indian Head, on est parti en voiture, il y a eu ce fameux bip, 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 on a quitté la Nationale 3, on s'est engagé sur une route secondaire, qui est la route 175, et ils ont roulé sur à peu près une dizaine de kilomètres. Et là, elle dit, au moment de s'engager dans une courbe, il y avait des gens sur la route, ils nous ont forcés à arrêter la voiture, et ils nous ont amenés dans une petite clairière tout près, où il y avait une machine qui était posée au sol, on est monté à bord, on a été soumis à toutes sortes d'expériences. Était-il nu? Ouais, Betty Hill, en tout cas, ils l'ont déshabillé en partie, Barney aussi. Ils ont fait des tests, par exemple. Betty Hill s'est fait introduire une aiguille dans le nombril ils lui ont dit que c'était un test de grossesse. Dans le cas de Barney Hill, on a pris du sperme. On lui a également introduit une espèce de cylindre argenté dans le rectum. On fait des expériences. Hein. OK, c'est moins sexuel quand même que l'autre. Ouais, mais il y a quand même une dynamique autour de ça. Hein. L'idée de la reproduction, elle est omniprésente dans le récit. Donc ensuite, ils vont quitter, ils vont remonter à bord de la voiture, ils vont s'éloigner et au moment où ils quittent, ils vont entendre à nouveau ce bip, bip, bip qui va les faire sortir de cette espèce d'état comateux. Et voilà, ils vont rentrer à la maison. Et ils ont tout oublié. Hein? Et quand elle raconte ça sous hypnose, Betty, elle dit, ben voilà, j'ai voulu à un moment donné, j'ai dit à l'extraterrestre, cette rencontre était fabuleuse parce qu'elle lui parlait par télépathie. Et elle dit, les gens ne croiront pas ce que je vais leur raconter. Et l'extraterrestre lui a répondu, ben vous ne pourrez pas leur raconter de toute façon puisque vous allez tout oublier. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Comme donc, dans les Men in Black, là? Ouais, c'est ça. Donc elle raconte ce récit-là sous hypnose. On pourrait faire, encore une fois, comme je l'ai mentionné, on pourrait faire une série complète, 7-8 émissions pour parler rien que de cette histoire-là, parce qu'il y a énormément d'éléments d'une dynamique sociale, dynamique de couple, la dynamique également socio-culturelle de l'époque. Mais le docteur Simon termine son analyse. Lui, je comprends que pour lui, qui est un médecin, c'est pas un ufologue, c'est rien de ça. Pour lui, l'important, c'est que le couple Hill puisse retrouver une normalité dans leur vie au quotidien. Et lorsqu'ils ont raconté leur histoire, tout ça, pour le docteur Simon, cette histoire-là est une pure invention. Ça s'est jamais produit. Hein, pour le Dr Simon, il n'y a aucun doute que les Hill ont inventé ce récit-là. Ils l'ont alimenté à partir, comme l'expérience était produite dans la nuit du 19 au 20 septembre 61, comme les séances d'hypnose à son cabinet débutent en fait en mars. Ils ont rencontré en mars 1964. Ils ont rencontré pour la première fois le Dr Simon en décembre 63, mais les séances d'hypnose commencent quelques semaines plus tard. Et donc, on est en mars 64, au moment où les premiers récits articulés de cet enlèvement apparaissent. Et il y a quand même, si tu regardes l'échelle du temps, il y a quand même pratiquement 3 ans qui se sont écoulés. En fait, minimalement 2 ans et demi. Et c'est la conclusion du Dr Simon. Pour lui, durant cette période-là, ils ont été tellement obsédés par la question des ovnis qu'ils ont lu plein de livres, ils ont vu plein de films. Et d'ailleurs, dans leur récit, on voit très clairement qu'ils vont puiser des détails dans la littérature, dans la science-fiction. Par exemple, l'expérience où Betty Hill dit « il ne rentre une aiguille dans le nombril ». Puis cette scène-là, on en voit une très semblable dans un film de 19
1952 qui s'appelle Invaders from Mars. En français, c'est les visiteurs de la planète rouge. On voit une scène comme ça où une femme est capturée par des extraterrestres, amenée dans une machine, et là, il y a un système avec une longue aiguille qui lui rentre dans l'oreille. Dans le cas de Betty Hill, c'était dans le nombril, mais en dehors de la cible, l'expérience est à peu près la même, tu vois. Quand Barney Hill décrit ces extraterrestres, il dit, ben voilà, ils ont des yeux étirés sur le côté, ils semblent pas avoir de nez, la bouche n'est qu'une fente. Or, curieusement, une semaine avant qu'il raconte ça sous hypnose, il y a eu un épisode de la série The Other Limits, en français c'était Au-delà du réel, qui avait été diffusé à la télévision américaine. Et dans cet épisode, un épisode en particulier qui s'appelait The Bolero Shield, il y a un extraterrestre, en fait c'est un visiteur du temps et de l'espace, qui ressemble très étrangement à la description que Barney Hill va faire sous hypnose. Donc pour le Dr Simon, ça n'a pas d'importance. Cette histoire-là est purement inventée. Les Hill ont trouvé le moyen de l'alimenter avec la littérature, la science-fiction, et tout ça fait, pour eux, ça fait sens, et ils livrent cette histoire-là comme étant ce qu'ils croient être la vérité, ce qui n'est pas fondamentalement la vérité, mais ça n'a pas d'importance. Ils racontent ce qu'ils croient être la vérité. Malheureusement, l'histoire ne sera pas véhiculée de cette manière-là dans le milieu des ovnis. Le milieu des ovnis vont récupérer cette histoire-là et vont en faire un véritable enlèvement extraterrestre. Puis même si le psychiatre qui a mis les Hills sous hypnose insiste pour dire non, c'est pas vrai, ils ont inventé cette histoire-là, on le met de côté, on le tasse, et écoute, tu sais pas de quoi tu parles. Moi, je suis un ufologue, je travaille chez McDonald's, je sais de quoi je parle. Et donc, j'ai étudié à l'école de la vie. J'ai étudié à l'école de la vie, et donc, c'est sûr que si eux racontent cette histoire-là, c'est que ça doit être vrai, puis les psychologues et les psychiatres, on en a rien à cirer. Et donc, c'est comme ça que ça apparaît. Donc, cette histoire-là, écoute, à un moment donné, si c'est le désir des auditeurs, on reprendra les différents éléments de cette histoire-là. C'est vraiment une histoire qui est fascinante. Vraiment fascinante quand on la remet dans son contexte socio-culturel. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que va faire la production. Maintenant, pourquoi et là je sais que le temps file, mais quand même, je voulais bien raconter cette histoire-là pour en venir un peu aux enlèvements extraterrestres et cette fameuse recette. Parce que depuis l'histoire de Betty et de Barney Hill, c'est des milliers de gens qui ont raconté « Ah, ça m'est arrivé, j'ai été enlevé par des extraterrestres ». En fait, le sujet des enlèvements extraterrestres est devenu presque une pierre angulaire dans l'univers des ovnis. Ça fait partie de cet univers-là. Et l'affaire Hill n'a été que la première histoire qui a été largement publicisée. En 1975, c'est d'ailleurs pourquoi je te dis on va faire un nouveau film, parce qu'on en a déjà fait un. En 1975, l'histoire du couple Betty et Barney Hill, qui, il faut le dire, a fait l'objet d'un livre complet. Au moment où l'histoire, je vais simplement faire ce petit aparté, au moment où ils étaient chez le Dr Simons, puis ont raconté leur histoire d'enlèvement, les Hill n'avaient pas l'intention de faire de livres ou d'écrire de films ou quoi que ce soit, là. Eux, ils rencontrent un médecin, ils racontent ça, tout se fait dans le cadre d'une rencontre très privée, très intimiste. Mais il va y avoir une fuite. On suppose que c'est probablement le secrétaire du Dr Simon qui en aurait parlé à une amie, une collègue, et éventuellement l'histoire va paraître dans les journaux. Un couple dit avoir été enlevé par des extraterrestres. Tu vois un peu l'affaire. Alors les Hill, tu comprends, dans leur petite maison à Portsmouth, quand ils ouvrent le journal, ils voient ça, un couple d'Américains disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Ils savent bien que c'est de eux qu'on parle. Et là, ils sont très inquiets, ils vont parler avec le Dr Simon, et le Dr Simon va leur dire, le mieux, c'est de télescoper, en fait, la presse. Il faut que vous livriez ou bien vous laissez la rumeur courir, ou bien vous réagissez et vous racontez votre histoire. Mais ce sera votre histoire. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont contacter un journaliste du Look Magazine qui s'appelle John J. Fuller, qui a écrit plusieurs livres d'ailleurs sur les phénomènes étranges et mystérieux, des histoires de fantômes, des trucs comme ceux-là. Et donc ils vont contacter Fuller, et Fuller va écrire 2 très longs articles dans le Look Magazine qui sont publiés dès l'automne 1964. Et ça fonctionne tellement bien que ensuite ça va être reproduit dans un livre qui a été traduit dans les années 80 en français, mais qui est sorti en 1964 dans son titre original qui était The Interrupted Journey. Et en 84 en français, aux éditions du Rocher, je crois, l'ouvrage est traduit sous le titre Le Voyage interrompu.
Et c'est les Hill qui racontent leur histoire. Et on a à peu près une transcription assez intégrale des enregistrements audio. Les Hill racontent ce qu'ils, sous hypnose, ce qu'ils croient qui leur est arrivé. Et donc, on avait fait ce film en 1975 à partir de ce livre, Le Voyage interrompu, film qui s'intitulait The UFO Incident. En français, c'est La nuit des extraterrestres. Et ça met en vedette Estelle Parsons dans le rôle de Betsy Hill et James Earl Jones dans le rôle de Barney Hill. Puis le film est excellent. Le film de 75 est excellent parce que quand on les voit se faire enlever, c'est qu'ils sont sous hypnose. Tu comprends-tu? On n'essaie pas de nous dire, voilà, ça s'est réellement passé. Quand ils sont sous hypnose et qu'ils la racontent au Dr Simon, on voit un peu comme si on voyageait dans leur tête. On voit l'événement. Mais quand ils sortent de l'hypnose, le comédien qui joue le rôle du Dr Simon lui dit, bah oui, vous avez raconté ça, mais qu'est-ce qui nous prouve que ça s'est réellement passé? Si tu vois, on met un bémol là-dessus. Donc le film est assez bien tourné avec ça parce que ça laissait une espèce d'ambiguïté sur la réalité des événements. Mais tout ça pour te dire que depuis, le phénomène des enlèvements extraterrestres est devenu excessivement populaire. C'est un des phénomènes les plus importants du cadre des ovnis. Et quand on parle de ce phénomène-là avec les gens, les amateurs d'ovnis, on dit souvent, et je le comprends, le milieu scientifique se disent, ben voilà, les enlèvements extraterrestres, c'est pas très sérieux, parce que bon, les extraterrestres qui viennent puis qui enlèvent des gens, c'est un peu, le scénario en lui-même, il est tout à fait ridicule, hein, soyons honnêtes, là, tu sais, c'est bon. Et d'autant plus que le scénario prend des dimensions un peu horrifiques, hein, des gens dans le milieu des ovnis disent, ben voilà, pourquoi les extraterrestres, ils viennent, ils enlèvent des hommes et des femmes, prennent leur sperme, ils prennent leurs ovules, ils veulent créer une race hybride, ce qui est une absurdité totale. Tu sais, je veux dire, à moins que tu sais, c'est comme si on voulait faire une race hybride là entre deux espèces qui sont différentes. Ça fonctionne pas. Là, non, c'est ça. Puis on a essayé d'en cloner, on a essayé d'en mélanger, ça marche pas. Puis comment ça se fait que nous autres on n'a jamais été capables, Christian, d'avoir leur ADN, hein? Eux autres sont capables soi-disant de prendre nos fluides, mais pas nous. Ouais, et les extraterrestres sont d'une stupidité incroyable, parce que aujourd'hui, les gens, les amateurs d'ovnis nous disent souvent, ah oui, mais on fait ça, nous, mettre on enlève des animaux, attends une minute, là. On le faisait dans les années 50, mais aujourd'hui, là, je veux dire, t'as pas besoin d'enlever 3000 chevaux pour savoir comment est fait un cheval, tu comprends-tu? Tu vas pas, puis, si on veut reproduire un cheval comme on le fait avec le fameux Starbuck, là, le bœuf, là, tu sais, on l'a cloné, là, tu sais, là, ça vient de finir là. Alors, les extraterrestres, il y aurait rien qu'à enlever un couple d'humains, puis il y aurait à la fois l'ADN masculin, l'ADN féminin, le chromosome X, chromosome Y, puis là, ils pourraient refaire des petits humains à volonté dans le soucoupe volante. Il n'y a pas besoin d'enlever des humains tous les semaines, là, tu sais, là. Il y a comme une absurdité dans ce scénario-là. C'est un scénario qui est propre à une pensée des années 50, 60. Mais la technologie nous montre que c'est plus ça maintenant, là. Ça faisait sens quand l'histoire des Hill a commencé à circuler en 1961, ben pas ça, a commencé à circuler en 64, mais l'histoire remontait en 1961, ça faisait sens, c'est ce qu'on voyait dans la science-fiction, ce qu'on voyait à la télé. Aujourd'hui, en 2023, c'est un scénario d'une absurdité totale. Mais néanmoins, bref, les gens se racontent ça. Et quand on dit aux gens dans le milieu des ovnis que, bon, le scénario tient pas la route, ces gens-là nous disent, non seulement il ne tient pas la route, mais tu ne trouveras pas non plus de véritables spécialistes ou des experts de la pensée humaine qui vont dire, oui, ça a du sens. Hein. Ils vont dire, non, si les gens racontent ça, c'est parce que ou bien ils souffrent de troubles mentaux, ou ils ont été victimes de toute une série d'événements qui les a amenés à croire à ça. Mais le fondement même n'a pas de sens. Et là, les amateurs d'ovnis nous disent, ah ouais, mais il y a eu des grands noms, et là on nous cite, hein, quand on parle des enlèvements extraterrestres, il y a aux États-Unis trois noms qui se distinguent ou qui se sont distingués sur les enlèvements extraterrestres. Dans un premier temps, celui qui a fait connaître le sujet de manière très répandue, c'est un type qui s'appelle Bud Hopkins, qui a commencé à écrire dès les années 80 des livres sur les enlèvements extraterrestres. Bud Hopkins n'est pas un psychologue, n'est pas un psychiatre, c'est un artiste peintre.
faut quand même le dire, c'est un artiste peintre. Et là, ensuite, d'autres gens lui ont emboîté le pas. Le deuxième qui se fait beaucoup connaître avec la question des ovnis et des enlèvements extraterrestres, c'est le docteur David Jacobs. Mais aux États-Unis, on utilise docteur pour désigner n'importe qui a un doctorat, alors que en français, on utilise docteur pour désigner des gens de la santé, de la pratique médicale humaine, là, tu sais. Alors que docteur David Jacobs, il y a un doctorat, mais il y a un doctorat en histoire, puis il est spécialisé dans la guerre d'indépendance américaine. Donc rien à voir avec la psychologie, la morphologie, rien à voir avec ça. Donc c'est un titre un peu ronflant, on nous dit le docteur David Jacobs, mais il est vraiment pas dans son univers, là. Son expertise vaut 0. Comme je dis souvent, l'opinion de Céline Dion sur les trous noirs de l'espace, a pas plus de valeur que l'opinion d'un astrophysicien sur, je sais pas moi, la recette de la tarte aux pommes. C'est ça, chacun ses champs de compétences et tout le monde peut avoir une opinion sur tout, mais bon. La crédibilité varie pas mal. Ouais, et c'est vrai que dans ce milieu-là, ils ont eu quand même une grosse pointure qui était plutôt favorable aux enlèvements extraterrestres, qui était le docteur John Mack, qui est décédé il y a quelques années là, dans un accident à Londres. John Mack était un véritable psychiatre. Il était notamment le responsable du département de psychiatrie de l'université Cambridge là, à Harvard. Donc c'est un individu qui était reconnu par ses pairs et qui faisait un excellent travail. Et là on nous cite mais il y avait John Mack. Il faut faire attention quand on lit John Mack, il ne dit pas les gens, c'est pas parce que c'est marqué sur la couverture de son livre « Enlèvement extraterrestre » que ça veut dire qu'il y croit, là, faut prendre le temps de lire ce qu'il écrit, et John Mack dit pas « Les gens se font enlever par des extraterrestres amenés d'une soucoupe volante ». C'est pas ça qu'il dit. Si on prend le temps de lire ce qu'il écrit, il dit « Ces gens-là croient qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres », et lui, John Mack, est d'opinion que cette expérience-là est une expérience un peu mystique, et que l'intelligence qui est derrière l'expérience serait une intelligence extraterrestre ou autre, sans la nommer, là, ou autre. Donc l'expérience, elle est un peu imaginaire, mais les concepteurs de l'expérience seraient des intelligences étrangères. C'est ce que John Mack raconte. Mais bon, comme on dit souvent, quand on parle d'une rhétorique ou quand on parle de discussion, il faut quand même se rappeler un principe assez simple. C'est ce qu'on appelle le biais à la fois le biais de confirmation. Tu veux croire ça, tu vas lire John Mack, puis tu liras pas d'autres psychologues ou de psychiatres qui ont écrit sur le même sujet. Et deuxièmement, c'est le biais qui fait que on croit que l'opinion de John Mack est représentative de tout l'ensemble de la communauté, alors que c'est pas vrai. John Mack, il est tout seul dans sa gang. Fait que quand tu me dis, oui, mais il y a John Mack, ouais, mais pour un John Mack, il y a 100 000 psychologues et psychiatres qui vont dire qu'il est d'un patate. Fait que faut faire attention. Et ce qui est intéressant, donc si on élimine ça, c'est vrai que ce phénomène des enlèvements extraterrestres, il est très intéressant. Pourquoi les gens croient qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres? Quelle est la mécanique qui fait que les gens vont adhérer à un scénario aussi fantaisiste que celui-là? Et il y a des travaux qui ont été faits par plein de psychologues et de psychiatres à travers le monde qui se sont penchés là-dessus. Et le plus important, ici à Montréal, par exemple, à l'Université Concordia, on a le docteur Jean-Roch Laurence, qui s'est intéressé aux enlèvements extraterrestres. À l'Université de la Nouvelle-Écosse, à Halifax, il y a le docteur Dee, je me rappelle pas si je pense c'est John Dee ou Mike Dee, en tout cas, qui s'est intéressé également aux enlèvements extraterrestres. Mais le travail le plus important provient sans aucun doute d'une certaine Susan Clancy, qui était également attachée à l'Université d'Harvard. D'ailleurs, elle connaît le Dr Mack, elle l'a côtoyé, et elle a écrit 2 ouvrages très importants. Un qui s'appelle Abducted, qui est justement sur les enlèvements extraterrestres, et le second livre est The Trauma Myth, qui parle des gens qui auraient été victimes de trauma et comment on gère ce trauma-là. Et le Dr Clancy, et ça vaut la peine de prendre les minutes qui restent pour bien comprendre. Oui. Son travail qu'elle a fait, il est remarquable. Ce qu'elle a fait au départ, elle a dit, pour l'avoir rencontrée, j'ai fait une entrevue avec elle, elle me disait, au départ, son idée n'était pas les gens qui avaient été enlevés par des extraterrestres, mais c'était surtout les gens qui disaient avoir été agressés dans leur enfance par des parents dans un cadre sexuel, mais qu'ils avaient comme perdu le souvenir de ça. Donc,
j'ai 35 ans et soudainement, pour X ou Y raison, j'ai des troubles de comportement et j'en viens à la conclusion que quand j'avais 3 ou 4 ans, j'ai dû être agressé par grand-papa, j'ai dû être agressé par mon oncle machin, et là, soudainement, des souvenirs remontent à la surface. Je me vois là dans ma chambre à coucher avec ma petite poupée et grand-papa qui arrive puis il me fait des attouchements, etc. Mais c'est de la fabrication d'esprit. Voilà, mais pourquoi tu racontes ça à 35 ans et tu le racontais pas? Et Susan Clamcy me disait, au début, parce que tu as tout à fait raison, Camille, c'est de l'invention. Okay. La mémoire fonctionne pas comme ça. Donc, la plupart, il peut y avoir quelques véritables cas, mais de façon générale, disons à 99% des cas, les gens fabulent, ils inventent ces histoires-là. Et Susan Clamcy me disait, le problème, c'est que si tu dis à des gens qui ont été victimes d'une agression sexuelle, qu'ils n'ont probablement pas été et qu'ils inventent cette histoire-là pour X ou Y raison, ben, elle dit, éventuellement, tu comprends, tu vas être lapidé dans la presse. Hein? Un docteur ou une psychologue ou une psychiatre qui ne croit pas des femmes qui disent avoir été agressées par dans leur enfance. Tu comprends? Ouais, de pas prendre les victimes, c'est pas vendeur, c'est vrai. Exactement. Elle dit, là, je me mettais le doigt entre l'arbre et l'écorce, parce que bon, les gens vont me faire, tu as tout à fait raison, si tu crois pas à la victime, qui es-tu? Puis là, bon, alors elle dit, je me suis tourné pour montrer comment on fabrique des sujets, c'est quoi la mécanique pour fabriquer ça. Elle dit, je me suis tourné vers un autre phénomène qui est identique, qui est le phénomène des enlèvements extraterrestres. Les gens, la plupart des gens, comme ça a été le cas dans le cas de Betty Hill ou dans d'autres cas, bon, il y a eu des cas de fraude, là, mais si on prend les cas où les gens, honnêtement, croient qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, ils le croient fondamentalement, là. Mm-hmm. Ils inventent pas ça pour faire un film, pour vendre des salades. Ils le croient. Alors, quand on regarde ces cas-là et on regarde les gens qui disent 20 ou 30 ans après coup, j'ai été victime d'une agression sexuelle et ça me revient maintenant, ces gens-là ont suivi exactement la même trajectoire. Et elle dit, si tu dis que tu ne crois pas aux gens qui ont été enlevés par des extraterrestres, ben, tu te fais moins lapider que si tu dis que tu crois pas les gens qui ont été victimes d'agressions sexuelle. C'est un peu plus proche de nous, c'est ça? Ouais, ça fait un peu sourire. Et elle dit, cette mécanique-là, elle est toujours la même. Et la première mécanique, c'est l'observation. Si on parle des enlèvements extraterrestres, là, il y a un mécanisme déclencheur. Et ce mécanisme déclencheur, c'est l'observation. Et c'est très large. Hein. Quand on dit observation, on pourrait simplement utiliser le mot expérience. Hein. Donc, tu t'en vas la nuit, tu vois une lumière dans le ciel, puis tiens, c'est curieux, ben, est-ce que c'est un ovni? Tu sais, bon... Et là, ça devient ton expérience. Le deuxième élément, c'est l'imagination et la confabulation. Donc, à partir du moment où tu as vu cet objet-là, ça peut prendre des années, des mois, mais tu vas éventuellement confabuler. Confabuler est différent de fabuler. Si je fabule, c'est que j'invente des scénarios, soit pour répondre à des besoins psychologiques, quand je suis paranoïaque et je m'imagine un scénario que mon voisin m'écoute à travers les murs, ou etc. Là, c'est bon, parce que j'ai des troubles mentaux. Donc ça, c'est de la fabulation. On invente des histoires. Mais ton cerveau est capable de le faire tout seul. Et quand il le fait tout seul, là, c'est ce qu'on appelle de la confabulation. Il déforme les souvenirs. Donc, t'as vécu en 1978, tu as vu une lumière au-dessus d'un boisé, et 20 ans après, ce souvenir-là est devenu une lumière clignotante avec des hublots puis de la fumée. Tu comprends? Ton cerveau a transformé le souvenir. Il a confabulé. Et ensuite, le troisième élément, c'est l'élément de la croyance. Hein? Et cet élément de la croyance, il peut être introduit de différentes façons. Tu as une expérience. Avec le temps, cette expérience-là a pris une toute autre dimension. Tu es passé de l'observation à la confabulation. Ensuite, il te reste d'adhérer à la croyance. Donc, tu te dis, quelle est la source de ça? Et dans ta tête, si tu crois pas du tout aux extraterrestres, t'iras pas dans cette voie-là. Tu comprends? Et t'essaies d'aller remplir le vide pour expliquer. Et là, tu vas essayer de trouver une justification. Et si ta croyance, c'est de dire, je crois en Dieu, ben, peu à peu, tu vas te former à l'idée que tu as peut-être vu du divin. Hein? La lumière que tu as vue était peut-être un signe du divin. Si tu crois aux extraterrestres, tu vas dire, ben, cette lumière-là, finalement, ben, c'était peut-être des extraterrestres, ça pourrait expliquer le souvenir que j'ai de ci ou de ça. Et dans cette même mécanique de la croyance, tu vas te mettre à faire des associations. Tu vas dire, ah, c'est curieux, je me rappelle que peu de temps après avoir vu la lumière, ma voiture est tombée en panne, est-ce qu'il y aurait un lien? Et là, si je te raconte là,
garde en tête les gens qui croient se souvenir avoir été victimes d'une agression sexuelle 20 ou 30 ans après les faits, et tu vas trouver exactement les mêmes points d'ancrage. Ils ont une expérience étrange. Soudainement, je sais pas pourquoi, mais je suis devenu très, très, très angoissé pour un rien. Alors, je me mets à imaginer, et là, j'ai un souvenir un peu déformé de quand j'avais 4 ou 5 ans, j'étais chez mon oncle Marcel. Et là, soudainement, le scénario prend forme. Et c'est exactement dans notre histoire d'OVNI la même chose. Et le dernier élément, et qui est sans aucun doute l'élément le plus important que souligne Susan Clancy, c'est le phénomène dit de l'hypnose et de la manipulation. Dans bien des cas, que ce soit les gens qui disent avoir été victimes d'agressions sexuelles ou les gens qui disent avoir été victimes d'enlèvement par des extraterrestres, il y a des groupes qui se forment, des gens qui croient, il faut bien le dire, ils croient venir en aide aux victimes. Donc, on a Marcel, qui a vécu une expérience étrange. Il a vu une lumière dans le ciel il y a 25 ou 30 ans. Et de temps en temps, il a rêvé à des choses un peu étranges. Son chien est tombé malade une semaine après. Sa voiture est tombée en panne 3 mois plus tard. Puis, depuis ce temps-là, Marcel, il est pas bien. Donc, on va le prendre et on va le placer sous hypnose. Et généralement, le client va vers les gens qui se plient à son scénario. Les gens qui croient aux enlèvements extraterrestres vont aller voir des gens qui font de l'hypnose, mais qui croient aux extraterrestres, tu comprends-tu? Sinon, ils vont aller voir un démonologue, tu comprends-tu? Donc, tu vas vers qui tu veux. Donc, les gens qui, peu à peu, se disent, ben voilà, j'ai peut-être été enlevé par des extraterrestres, je vais donc fouiller dans le bottin téléphonique et je vais trouver ufologue ou secours SOS OVNI, quelque chose comme ça, et je vais aller les voir. Et ces gens-là vont placer ce sujet-là en état d'hypnose avec l'idée de lui faire réciter. Bien souvent, le gars, il est assis, il n'y a même pas encore une minute d'écoulée, puis on lui dit, nous pensons que tu as été enlevé par des extraterrestres. Donc déjà, la table est mise. Ça coûte cher de l'heure. Voilà, et on place cette personne-là sous hypnose, et là, sous hypnose, il va raconter un scénario qu'il s'est forgé, avec le temps qu'il s'est forgé, et qu'il va livrer un narratif sous hypnose, et ensuite, après ce narratif sous hypnose, plus il va le raconter, plus il va se convaincre de cette réalité-là, et là, il va y avoir des groupes de soutien, des groupes de gens qui ont été enlevés par des extraterrestres, donc on va créer des associations de gens qui vont se réunir et chacun renforcer la croyance de l'autre. Ben, j'ai été enlevé, ça m'est arrivé quand j'avais 8 ans. Ah oui, moi aussi, sous hypnose, je me suis rappelé, ça m'est arrivé quand j'avais 4 ans. Et ces gens-là forment finalement un corps qui adhère à ces éléments-là. Et tu retrouves, dans le cas des agressions sexuelles, la même mécanique, quelqu'un qui soudainement commence à avoir des problèmes de comportement, il cherche une réponse à ça. Ça c'est la mécanique du départ, l'observation. J'observe que je sais plus, je suis pas le même. J'ai eu des flashs, des souvenirs, des rêves, et là tout d'un coup l'imaginaire, la confabulation, je déforme des souvenirs, je fais des associations gratuites. Finalement, je crois que j'ai été agressé par des parents quand j'étais jeune. Je vais voir des groupes de soutien, aide aux victimes d'agressions sexuelles, on les place en état d'hypnose et là, ils racontent qu'ils ont été agressés à l'âge de 3 ans par mon oncle Albert et on les amène à des groupes de rencontres où tous ces gens-là sont tous des gens qui prétendent avoir été agressés dans leur petite enfance et chacun renforce le souvenir des autres. C'est ça. Mais ça peut aller loin, là. Et c'est ça. Et ces 4 mécanismes-là, c'est les 4 mécanismes qu'a mis en exergue Susan Clancy en disant, c'est l'observation, l'imagination, confabulation, parasomnie, croyance, parasomnie parce que ça peut être des cauchemars, ça peut être des rêves éveillés, et là on se met à voir des souvenirs, et ensuite hypnose et manipulation par un groupe père qui veut que tu adhères à la croyance qui est maintenue à l'intérieur de ce groupe-là. Donc ce sont les... T'es toi-même, ça forge ton identité d'être parmi ces gens-là, parce que non, c'est fou, là, ça te dérègle carrément. Absolument. Et là on a la parfaite recette pour amener un individu normal à croire qu'il a été enlevé par des extraterrestres ou qu'il a été possédé par le diable ou encore qu'il a été agressé sexuellement par mon oncle Albert ou ma tante Urtibise quand il était petit ou quelque chose comme ça. Donc on a exactement cette recette-là. Elle est le fondement même d'une mécanique psychologique et c'est ce qui fait que sans une preuve, et c'est d'ailleurs le discours de Susan Clancy, elle le dit d'abord à propos des extraterrestres et ensuite dans son ouvrage de Trauma Myth, elle est citée dans de nombreux procès aux États-Unis où des gens ont des souvenirs comme ceux-là, souvent 20 ou 30 ans après les événements. Elle est souvent citée comme experte pour
pour raconter comment fonctionne la mémoire et comment fonctionne la psychologie. Ça fonctionne pas comme on imagine, hein. Le cerveau, il prend pas un souvenir pour le placer dans notre cerveau et le ressortir tel qu'il est, hein. Le souvenir, on en a souvent parlé, le souvenir, il évolue parce que le souvenir, hein, la façon dont ton cerveau stocke ton souvenir, il le stocke comme une recette. Hein, c'est un peu comme dont tu te rappelles de le souvenir du concert de Céline Dion au Centre Bell. Bon, ça c'est le titre de la recette, hein, Céline Dion au Centre Bell. Et à chaque fois que tu veux te rappeler de Céline Dion au Centre Bell, ton cerveau, c'est comme s'il ouvrait un livre de recettes et regardait les ingrédients. Un petit peu de ceci, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et finalement, il va te refaire la recette. Et à chaque fois, évidemment, c'est un peu comme de la croustade aux pommes. Hein. Tu regardes recette de la croustade aux pommes. Tu vas toujours faire de la croustade aux pommes. Hein. Tu n'arriveras pas avec une tarte au citron. Mais d'une fois à l'autre, ça se peut que tu mettes un petit peu plus de sucre, un petit peu plus de lait, un petit peu plus de pommes. C'est toujours de la croustade aux pommes, mais d'une fois à l'autre, elle change, elle se modifie légèrement. Et c'est exactement comme ça que notre cerveau travaille. Il refait la recette du souvenir et chaque fois qu'il la refait, il va l'altérer, la modifier. Et le cerveau va réagir, bien sûr, au conditionnement extérieur. Si des gens te disent, toi, t'as été enlevé par des extraterrestres, rappelle-toi de ci, de ça, plus tu vas le raconter, plus tu vas écouter ce discours-là, et plus tu vas l'accepter comme une réalité, et plus tu vas forger ton souvenir en fonction de cette réalité. Pour le meilleur ou pour le pire, on a des esprits qui sont très malléables. Christian, c'est déjà tout le temps qu'on avait, puis je te remercie beaucoup pour l'émission de ce soir. On reprend ça demain? Absolument. Donc, on se reparle demain. On va du côté de la possession, quelque chose du genre. Tu vas voir ça demain. Super. Bye-bye. Ça marche. Bye-bye. Bonne soirée. Radio X-Files. Here we go. Radio X. À maman roulée. Le space. Hey, salut Richard. Besoin d'un petit remontant? C'est ça qu'on veut. Le soir, j'ai sauvé les meubles chers. On a ce qu'il vous faut. Le Space Cast. Avec JF Rich Blais et Camille. On repassera. Lundi au jeudi, 20h. Radio X. Présenté par Sensation Plus. Magasinez au sensationplus.com et découvrez tous nos produits érotiques pour couple. Livraison rapide et discrète. sensationplus.com. Lorsque vous prenez le volant, rien n'est plus important que votre sécurité. Et c'est exactement ce que vous offre Subaru grâce à la traction intégrale symétrique à prise constante de série. Pour en savoir plus sur nos véhicules, visitez sans tarder votre concessionnaire. Chez nous, c'est Subaru. Si t'as envie de quelque chose de super croquant et de super fromagé, les nouveaux sandwichs teriyaki croquants de Subway sont arrivés. Avec des nouveaux oignons croustillants et encore plus de bonheur fondant et fromagé. OK, on la refait, mais prends une bouchée juste avant. Wow! Hey, c'est vraiment super croquant. Hey, comment t'as fait ça? Moi, j'ai rien fait. Je pense que c'est le sandwich. Essaie nos nouveaux sandwichs poulet ou steak teriyaki croquant pour du super croquant et fromagé. Seulement chez Subway. Passe nous voir en restaurant ou commande sur l'appli. Vous êtes tanné de courir après les feuilles de temps de vos employés? Vous voyez des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps? Utilisez Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dites adieu aux problèmes de feuilles de temps. Ta solution? MobilePunch.com. T'as besoin de te remettre en forme? Viens, nous on va l'accélérer ton souffle. Efficace, professionnel et discret, on libère les tensions de toutes sortes. Pour un massage qui sort de l'ordinaire, Gentleman Paradise. Séduction, aventure, détente, gentlemanparadise.com. Avec des taux aussi bas que 3,99 %, c'est le temps de réserver votre toute nouvelle Kia chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Réservez votre tout nouveau Kia Sportage 2023, disponible en version hybride et hybride rechargeable. Propriétaire d'une Kia, obtenez une réduction de taux de 1 % grâce au boni fidélité Kia. Optez pour notre VUS compact, le Kia Seltos 2023 avec traction intégrale, qui est offert au financement à partir de 3,99 %. Vous en avez toujours plus avec le prix du gros chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Capsule. Radio X. Supporte ses partenaires. Rendez-vous chez Tour Jardin Québec et choisissez votre laitue romaine vivante. 10 pouces de mini romaine pour seulement 5 $. Oui, 10 salades mini romaines, 5 $ seulement. Fraîche, zéro pesticide. Tour Jardin Québec devant le Costco à Sainte-Foy, tourjardinquebec.com. Le Toscana célèbre ses 20 ans. 20 ans de festin, de plaisir et de partage. Merci à notre équipe d'avoir contribué à cette belle réussite et merci à notre fidèle clientèle de continuer à savourer nos spécialités
italienne. Promotion et menu au toscanosquebec.com. Pizza Ludo, la pizza congelée comme du resto. Du 16 au 29 mars, le format 9 pouces est en spécial à 5,99$ dans les IGA. Oui, seulement 5,99$ dans tous les IGA. La Pizza Ludo, la pizza préférée des Québécois. Faites vos provisions. Chez Scoop Vision, le concept est simple. Vous apportez votre prescription en boutique et vous repartez avec vos nouvelles lunettes Simple Vision en 1 heure. Vous profitez même des prix d'Internet avec les avantages du service en magasin. Pour des montures à partir de 49$, direction Scoop Vision. C'est l'heure Toyota chez Charlebourg Toyota. Commandez votre Tundra hybride off-road 2023 dès maintenant. Un modèle robuste et tenace. Magasinez-le en ligne ou passez-nous voir chez Charlebourg Toyota, Henri Bourassa. Au cours des 13 dernières années, Slogar et Slogar Jury Conseil ont récupéré 58 millions de dollars en invalidité, assureurs privés, Retraite Québec, CNESST et SAAQ. Chez Slogar Jury Conseil, tout est mis en œuvre afin de récupérer votre dû. Une référence partout au Québec. Chez Scoop Vision, le concept est simple. Vous apportez votre prescription en boutique et vous repartez avec vos nouvelles lunettes Simple Vision en 1 heure. Vous profitez même des prix d'Internet avec les avantages du service en magasin. Pour des montures à partir de 49$, direction Scoop Vision. Le Honda CR-V 2023 entièrement redessiné est maintenant offert en version hybride. C'est une bonne option, mais le contrôle exceptionnel, le plaisir de conduite, c'est pas vraiment une option. Cette série, venez l'essayer chez votre concessionnaire Honda. Vous verrez que le nouveau CR-V est meilleur que jamais. Vous êtes un amateur de sport nautique? Nordic Sport a ce qu'il vous faut. Découvrez toute une gamme d'embarcations Legend, de la chaloupe jusqu'au ponton et profitez des conseils de nos experts. Passez aussi voir notre planche e-surf électrique, un produit québécois conçu pour amoureux de surf nautique. Nordic Sport, votre concessionnaire de bateaux Legend et moteurs Mercury dans Chaudière-Appalaches. À 15 minutes des ponts, 356 rue Laurier-Saint-Apollinaire, 418-881-2202, nordicsport.com. Ouellette, en direct. 3 groupes qui vont jouer au Festival d'été de Québec cette année. Non, c'était une joke. Si au moins je le savais. Ah, vous avez pas des... Non, arrête ça, là. Non. Non, j'en ai pas, sincèrement. Foo Fighters.